Si on vous parle de Mars, vous allez sans doute parler de curiosité, persévérance et de tous ces petits robots, pas si petits que ça d'ailleurs, qui ont sillonné sa surface et nous ont envoyé ces images magnifiques d'un autre monde. Et peut-être allez-vous vous dire aussi, mais encore une autre mission. Mais pourquoi faire? Ne connaît-on pas tout de Mars? Eh bien non. Si on connaît bien la surface martienne, ce qu'il y a sous les roues des rovers reste très nébuleux, par manque de données expérimentales. Heureusement, grâce à ce projet fou d'aller étudier les tremblements de terre sur Mars, on a maintenant une bien meilleure idée de ce qui s'y passe. Il s'y passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Nous sommes le mercredi 22 novembre de l'an 2023. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. On décolle avec la mission InSight. Et autour de notre table virtuelle, en cet épisode, on a un nouvel arrivé qui a arrivé sur notre planète Podcast Science, c'est Gaël. Salut Gaël. Salut. Ouais. Bonsoir à tous, merci pour l'atterrissage sur Podcast Science. Donc tu es de côté de Paris toujours, c'est ça Gaël? Exactement, ouais, j'habite à Paris. On a aussi Joanne, toujours du côté de Paris. Salut, et peut-être aussi Gaël, tu peux dire, les auditeurs t'ont déjà entendu sur 2 épisodes. Avec la petite potion. Des histoires de potions magiques. Des histoires de potions et de chimiothérapie, et voilà, du coup tu rejoins l'équipe, donc bienvenue. Merci. On l'a payé. Ah, je suis le premier salarié vraiment de Podcast Science. Non, on s'est pas mis d'accord, c'est un stagiaire non payé. Ah, c'était ça. Donc voilà, bienvenue à toi sur la planète Podcast Science. On a aussi Eléa du côté de Strasbourg qui est là. Salut tout le monde. On a Pascal du côté de Mulhouse. Salut tout le monde. Donc moi-même du côté de la Normandie, mais ça, bon voilà, c'est dans la campagne. Et on a aussi Alexa qui va nous raconter un peu des expériences martiennes. Salut Alexa. Salut, et moi je suis toujours à Los Angeles, plus pour très longtemps. Oui. Je pense que c'est peut-être la dernière émission des États-Unis. Ouh, ouais, mais on n'aura plus personne aux États-Unis, c'est une première, non, sur ce podcast. Ça va être la première fois qu'on a personne en Californie depuis 2014, je dirais. Depuis l'arrivée d'Irène. Bon, il faut que quelqu'un retourne en Californie. Ceci est une petite annonce. Si quelqu'un veut rejoindre le podcast depuis la Californie, vous êtes les bienvenus pour candidater à Podcast Science. Car il nous faut quelqu'un en Californie du Sud. Ah, c'est pas Gaël qui veut? T'as prévu un postdoc prochainement ou... Alors la Californie n'est pas prévue, même si j'aime bien le soleil et ce serait sympa. Mais j'ai déjà fait la Floride par contre. Il y avait aussi beaucoup de soleil. D'ailleurs, il y a tremblement de terre en Californie. Tout à fait, et quelle magnifique transition. D'ailleurs, je vais parler un tout petit peu de la faille de San Andreas. Effectivement, la Californie, étant donné qu'elle se situe à des limites de plaques, on a des tremblements de terre, et même des tremblements de terre très 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 violents. Mais aujourd'hui, on ne va pas se contenter de la Terre, parce que bon, on est un peu au-delà de ça de nos jours. On va aller sur Mars pour parler d'une mission spatiale qui est un peu différente de pas mal de missions dont vous avez sans doute entendu parler, étant donné que c'est une mission spatiale géologique. Et c'est la mission InSight qui est désormais terminée et dont de gros résultats viennent d'être publiés récemment. Alors si la mission qui a commencé en 2018 est terminée aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tous les résultats sont sortis. Évidemment, il y a énormément de données qui ont été collectées. Donc là, on commence à voir après 5 ans beaucoup de résultats. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas une finalité. Il y a sans doute énormément d'autres résultats qui seront à venir dans le futur. Mais InSight, c'est quoi? Est-ce que c'est un rover? Est-ce que c'est une sonde de plus au niveau autour de la planète rouge? Non, en fait, c'est mieux. C'est une mission qui va nous permettre de découvrir et de mieux comprendre l'intérieur et la dynamique interne. La dynamique interne, c'est quoi? C'est des volcans, c'est les mouvements de matière. On n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais sur Terre, c'est la tectonique des plaques, par exemple, de la planète rouge. Si vous pensiez que la géologie c'est chiant, clairement on va une fois de plus vous détromper sur Podcast Science, puisque on va parler de tremblements de Mars, on va parler de sismomètres et on va voir tout ce que ça peut nous importer.
Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on sait de la structure interne de Mars? Donc, on sait que Mars, c'est une planète terrestre. On dit encore tellurique ou rocheuse parce qu'elle ressemble très fortement à la Terre et qu'elle a globalement la même composition de roches silicatées et de métal. Alors, dans notre système solaire, en fait, on a 4 planètes rocheuses, planètes terrestres: Mars, la Terre, évidemment, Vénus et Mercure, et certains astronomes, et ça, tu peux... Johan, feel free de dire ce que t'en penses. Et il ajoute aussi certaines grosses lunes rocheuses comme la Lune, par exemple, qui a globalement le même genre de composition, et certains satellites de Jupiter, Io et Europe. Johan, tu valides? Oh, tu sais, moi, les cailloux... Voilà, bref. Je valide, mais je pense que tu es vachement meilleur géologue que je ne le suis. Du coup, je vais écouter et apprendre des choses. D'accord. Voilà, donc on considère que voilà, elles ont à peu près la même composition, elles se sont formées de la même façon, et on connaît la composition globale, en tout cas pour les 4 principales. On connaît leur composition globale par des mesures astronomiques comme la masse et la taille. C'est des choses qui ont été déterminées il y a très longtemps. Et à partir de la masse et de la taille de la planète, on peut avoir accès à leur densité et de ce que, si on ajoute en plus ce qu'on a pu observer de leur surface via les images spectrales, via les atterrisseurs, les sondes, les robots, etc., et de ce qu'on connaît de la Terre, on considère que elles ont globalement la même composition, une composition proche de la Terre en tout cas, et elles ont plusieurs couches. Elles ont un noyau métallique, donc c'est ce qu'on a vraiment au centre de la planète, entouré d'un manteau qui est composé de roches silicatées, et parfois, pas toutes, ont une croûte, et ensuite elles ont généralement aussi une atmosphère qui a été générée secondairement via leur activité interne. Alors qu'est-ce que ça veut dire, générée secondairement? Ça veut dire que c'est une atmosphère qui a été mise en place par l'activité de la planète, c'est-à-dire les volcans, l'activité tectonique, des comètes, etc., et que c'est une atmosphère qui ne vient pas de la nébuleuse qu'il y avait au départ dans l'univers, qui a permis la formation de ces planètes. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait lorsque la planète s'est formée. Elles ont une surface, en général, qui peut aussi présenter des cratères, des canyons, des montagnes, et des impacts qui est dû à la présence ancienne ou actuelle d'une activité tectonique. Par exemple, vous avez certains canyons sur Terre qui sont dus à l'écartement des plaques. On peut avoir de l'érosion aussi qui va créer ce relief, ou on peut avoir les deux. Et ça, vous pouvez très bien vous le représenter. Si vous observez les plaines de lave sur la planète Mars ou sur la Lune, ça suggère qu'on a eu des roches magmatiques qui se sont produites, et donc on a eu une activité tectonique à un moment donné, en tout cas une activité interne qui a permis de produire ces roches sur ces planètes. D'ailleurs, si vous avez vu des images de Mars, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant. Mars ressemble vraiment à la Terre sur certains aspects. Certains déserts sur Mars, par exemple, ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver aux États-Unis, dans l'Utah. C'est rouge, c'est des grandes plaines, c'est un petit peu désolé. On a aussi des reliefs qui ressemblent. Ce qui montre aussi que voilà, Mars, la Terre, on a des choses quand même qui se ressemblent. Alors vous allez me dire, c'est cool, en fait, on connaît déjà ça. Si on connaît tout, ça sert à quoi d'aller envoyer un instrument pour étudier l'intérieur de la planète? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai une petite idée ou question, parce que tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, que Mars n'a pas de plaque tectonique. Oui. C'est ça. Il y a eu donc ça veut dire que oui, ça ressemble à la Terre, mais au final, la Terre a des plaques tectoniques, Mars n'en a pas, donc il y a quand même déjà une très grosse différence. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que on connaît pas puisque c'est sacrément différent avec la Terre. Oui, alors exactement, c'est une super remarque. Visiblement, la dynamique de la planète est différente. On n'a pas de plaque tectonique. Et pour savoir pourquoi on n'a pas de plaque tectonique, on a besoin d'aller regarder ce qu'il y a dessous. Et pour avoir besoin de regarder ce qu'il y a dessous, on a besoin... Ouais, Johan, t'allais dire un truc? Oui, donc j'allais dire aussi un truc, c'est que par exemple le volcanisme, on voit qu'il y a des volcans sur Mars, donc ça nous renseigne aussi quand même. Enfin, mais ils sont pas actifs, c'est ça, je crois. Alors on va voir. En fait, les dernières éruptions sur Mars remontent à 50 000 ans, ce qui est très peu en fait au niveau géologique. Donc en fait, on a encore un peu d'activité, mais effectivement, on a des volcans, mais on n'a pas de plaque tectonique. Donc on a des éléments communs, mais on a quand même des éléments différents. Bon, c'est déjà beaucoup de remarques hyper intéressantes, et ça montre encore une fois que en sciences comme pour tout et en géologie comme pour les autres, l'observation c'est vraiment hyper important parce que ça nous permet déjà de déduire un peu des choses. Donc visiblement Mars et la Terre sont quand même différentes,
Et en fait, ce que vos remarques montrent, et en fait d'une manière générale, pourquoi on a besoin d'envoyer un instrument pour envoyer l'intérieur, c'est parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est très indirect et très imprécis. Et des observations indirectes, comme connaître la densité, connaître juste l'extérieur, ça nous permet absolument pas de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et de comprendre la composition détaillée de la planète Mars. Comme Johan a dit, il y a des volcans, on sait que certains remontent à 50 000 ans, mais est-ce qu'elle est encore active aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des séismes? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui bougent? Et pour ce qui est le noyau, on sait que sur Terre, on a un noyau externe liquide, mais sur Mars, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est solidifié? On parle souvent de planète morte, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge. On ne sait pas non plus à quelle profondeur se situe le manteau, le noyau, etc. Donc, on connaît absolument pas la structure de Mars. Et ça, on n'en a aucune idée. Et c'est primordial pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre le passé de Mars, comment Mars s'est formé, quelles ont été ses conditions de vie. Est-ce qu'il y a eu une tectonique avant qui n'est plus là aujourd'hui? Tout ça, on n'en sait absolument rien et on le sait pas parce qu'on n'a pas d'instruments qui nous permettent d'ausculter sa surface comme on a sur Terre. La majorité des instruments qui nous permettent d'ausculter ça sur Terre, ce sont les séismes qui nous permettent de déduire la structure interne. Donc en fait, le but d'InSight, c'est de pallier ce problème en envoyant des instruments qui vont nous permettre, comme un stéthoscope, d'ausculter l'intérieur de Mars. Alors, du coup, sur InSight, on a plusieurs instruments. On a d'abord un sismomètre, le SEIS pour Seismic Experiment for Interior Structure. C'est donc voilà l'instrument qui va nous permettre d'étudier les tremblements de Mars. On a un instrument pour étudier l'oscillation de Mars autour de son orbite, qui s'appelle RISE, qui s'appelle Rotation and Interior Structure Experiment, j'y reviendrai un peu plus tard, et on a une sonde pour mesurer la chaleur interne, qui s'appelle HP3, pour Heat Flow and Physical Property Package, qui nous permet d'étudier le flux de chaleur qui s'échappe de Mars. Donc du coup, on a tout ce qu'il faut pour étudier la sismique, la géodésie, la chaleur, et on retombe sur InSight pour aller à l'intérieur de Mars, et on est prêt à étudier les soubresauts de la planète rouge, InSight signifiant Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport, et qui a pour but de répondre à ces objectifs principaux en utilisant ces instruments. Alors pourquoi étudier les séismes, l'oscillation et la chaleur? Parce que les séismes, par l'étude des ondes qui produisent, vous savez, un séisme, c'est une cassure de la roche, et lorsque on a une cassure de la roche, on a des ondes qui ont produit. Si vous voulez une image pour comprendre ça, pensez à lorsque vous lancez un caillou dans l'eau. Vous avez des ondes qui vont se propager super loin. Et un séisme, c'est exactement pareil, c'est en 3 dimensions. Vous avez une cassure, des ondes sont produites et elles se propagent sur toute la planète en 3 dimensions. Et en fait, ces ondes, elles nous donnent plein de choses. Sur Terre, elles nous indiquent où sont les grandes discontinuités entre les couches noyaux, manteaux et croûtes, par exemple. Donc, si on a ces informations sur Mars, on va être capable de déduire à quelle profondeur sont situés noyaux, manteaux, etc. Leur vitesse nous permet aussi de déduire la composition de ces différentes couches. On sait sur Terre, par exemple, que dans telle roche, une onde sismique, elle va aller à telle vitesse en fonction de la température. Du coup, si on est capable de mesurer cette onde, on va connaître la composition de Mars. Et la localisation des séismes est très importante aussi, puisqu'elle nous permet de déterminer d'éventuelles limites de plaques, limite des plaques tectoniques, ça coulisse, on a parfois des volcans et en tout cas on a des roches qui bougent, donc on a des séismes à cet endroit-là et du coup la situation, la localisation des séismes sur Mars nous permet de trouver une éventuelle tectonique, de trouver des volcans, etc., etc. L'autre instrument, RISE, qui nous permet d'étudier l'oscillation de Mars autour de son orbite, lui, va nous permettre de déterminer autre chose. Il va nous permettre de déterminer si le cœur de Mars est liquide ou solide, parce que la Terre, comme Mars, oscille un peu selon une certaine période autour de son orbite. Et ça, c'est lié à la nature du cœur de Mars. Très grossièrement, je vais pas rentrer dans les détails physiques. Et la sonde de chaleur HP3, elle nous permet de prendre la température de Mars. Alors, elle va pas aller très profond, elle va aller à 5 mètres, mais en mesurant le gradient de chaleur entre la surface et ces 5 mètres de profondeur, on est capable d'extrapoler à la chaleur qui s'échappe de la planète rouge. Du coup, les 2 gros objectifs de InSight sont les suivants. En utilisant toutes ces données, le premier, c'est de comprendre comment Mars et plus largement les planètes rocheuses dont la Terre fait partie se sont formées. Est-ce qu'elles ont toutes un noyau liquide? Est-ce que Mars a un noyau liquide comme la Terre? Quelle est sa composition? Quelle est l'épaisseur et la structure de la croûte, du manteau?
Est-ce que Mars et la Terre ont évolué de la même façon? Ça, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Et ensuite, comprendre la dynamique interne de Mars. On parle de planète morte, mais est-ce qu'il y a des séismes? À quelle fréquence? Est-ce qu'on peut voir les impacts de météorites? Etc., etc. Et c'est d'ailleurs ce que dit un des principal investigators, donc un des chefs de la mission. Il nous dit que je vais le traduire en même temps que je parle, donc voilà, ça va peut-être être un peu heurté. Il dit que l'investigation des séismes, c'est vraiment le cœur de cette mission, que regarder les séismes, c'est la méthode qu'on a utilisée pour connaître tout ce qu'on connaît à propos de l'intérieur de la Terre, et qu'on a aussi utilisé sur la Lune pendant l'émission Apollo pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la Lune. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est appliquer les mêmes techniques sur Mars et étudier ce qu'ils appellent les Marsquakes, parce qu'un tremblement de terre en anglais, ça se dit Earthquake, donc un tremblement de Mars, c'est Marsquake, et les impacts de météorites pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de Mars. Voilà, donc en gros, là, je vous ai fait un peu une introduction, une vue assez large de la mission. Maintenant, comment a-t-elle commencé? Alors, pour amener des instruments sur Mars et pour amener un atterrisseur comme ce qu'est InSight, il a fallu les y envoyer. Mars, c'est loin. Et donc, ça a été fait le 5 mai 2018, où le lanceur qui portait InSight a décollé de Californie pour se poser le 26 novembre 2018 sans encombre sur Elysium Planitia, qui est une région de Mars, sous la forme d'un robot atterrisseur stationnaire qui possède tous les instruments dont je vous ai parlé pour étudier l'intérieur profond de la planète Mars. Alors un atterrisseur, si vous voyez pas trop ce que c'est un robot comme ceux que vous connaissez, tels que Curiosity ou Perseverance, mais au lieu d'être un rover qui va se balader sur la planète rouge, lui, il va se poser et rester stationnaire là où il est. Il a été élaboré, comme beaucoup d'autres atterrisseurs martiens avant lui, au Jet Propulsion Laboratory, ou JPL, que Johan connaît bien, étant donné qu'il y a passé un moment en postdoc. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Johan, là-dessus. Oui, bah c'est sans doute l'un des meilleurs endroits au monde pour faire pour envoyer une mission spatiale du système solaire. C'est vrai que c'est quand même un des très très gros endroits du monde pour faire ça, avec plein de missions trop bien, comme Voyager, les rovers martiens en particulier. Enfin bref, c'est un très bel endroit pour bosser. Ouais. Effectivement, comme Johan vient de le dire, c'est le temple de l'exploration spatiale de la NASA. C'est à Pasadena, en Californie. Et en fait, même si cet atterrisseur a été conçu là-bas, de nombreux instruments ont été faits ailleurs. Et là aussi, je pense que Johan peut confirmer, c'est souvent le cas dans les missions spatiales. Le sismomètre, par exemple, a été conçu par des Français. Et le chef de mission du sismomètre, c'est un Français qui se situe à l'Institut de physique du globe de Paris. Alors ensuite, une fois que l'atterrisseur a atterri sur Mars, je sais pas si on dit à Marcy, je sais pas, en tout cas il a atterri sur Mars, il a fallu 3 mois pour déployer et mettre en place les instruments scientifiques et pour finalement commencer à collecter les données. C'est quelque chose qui est normal en général quand on envoie un rover, un atterrisseur, quoi que ce soit sur une planète, il y a toujours une phase un peu de mise en place pour déployer les instruments et qui a ensuite commencé à collecter les données. Alors au départ c'était une durée initiale de 2 ans il me semble, mais ensuite ça a été allongé comme beaucoup de missions spatiales et de rovers ou d'atterrisseurs, de sondes qu'on envoie et qui durent souvent plus longtemps que ce qui était prévu au départ. En tout cas, avec notre atterrisseur InSight sur Mars, on est prêt pour détecter le premier tremblement de Mars. Alors, avant de passer à la suite sur les premiers Marsquakes, je vais faire un bref aparté. C'est pas le premier sismomètre en fait qui a été envoyé sur Mars. Les sondes du programme Viking des années 70 qui se sont posées en 1976 embarquaient aussi des sismomètres, mais donc c'était pas une idée qui est hyper récente finalement. Mais celui de Viking 1 ne s'était pas déployé, donc on n'avait pas eu de données, et celui de Viking 2 n'avait ramené que très très peu de résultats en raison d'un manque de sensibilité dû aux conditions climatiques sur Mars. Ça a permis d'ailleurs, même si c'est a priori un échec, d'affiner le design d'InSight et notamment la sensibilité du sismomètre et sa sensibilité aux conditions climatiques. Et Viking 2 nous avait quand même donné quelques données puisque elle avait permis de redéfinir l'épaisseur de la croûte, mais pas de détecter de gros tremblements de Mars. On a aussi eu des sismomètres sur la Lune, comme je l'ai dit un peu plus haut, qui ont détecté des tremblements de Lune jusqu'à 5.5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est en gros 5.5 sur l'échelle de Richter, c'est vraiment quelque chose que vous sentez bien, quoi. Des choses tombent dans les maisons, il peut y avoir des dégâts
sur les bâtiments, etc. Et donc, bref, toutes ces données préliminaires, même si certaines n'avaient pas complètement marché, étaient vraiment, vraiment en faveur de renouveler l'expérience d'envoyer un bon sismomètre sur Mars. Alors, je suis sûre que là, maintenant, vous en pouvez plus, vous avez envie d'entendre parler des premiers Marsquake. Et donc, une fois que tout ce qui a été calibré, l'appareil a commencé à collecter des données, mais la première chose qu'il a collectée, c'était pas des Marsquake, c'était les conditions météo, parce que l'instrument est si sensible qu'il peut détecter le vent, des vibrations perceptibles par l'homme même, et ça a permis de fournir d'abord des informations très intéressantes sur la météo de Mars, et aussi une façon de distinguer ce qui était lié à la météo, ces vibrations-là, de ce que en fait était lié au tremblement de Mars, au Marsquake. Donc les premières informations envoyées sur Terre, c'était le son du vent. Et ça peut paraître insignifiant, mais c'était la première fois qu'on était capable le son du vent sur une autre planète. Alors moi je trouve que ça me fait personnellement assez rêver parce qu'on a vu des tonnes d'images de Mars, mais entendre le son de Mars, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pu entendre jusqu'à maintenant. Et suite à ça, c'est finalement quelques mois plus tard, le 6 avril 2019, qu'enfin le premier Marsquake sera enregistré, inaugurant une longue série de mesures extrêmement précieuses. Et on va l'écouter d'ailleurs tout de suite. Alors voilà, bon, c'est un bourdonnement, hein, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu des tremblements de terre. Johan et moi, en tout cas, étant à Los Angeles, on en a eu quand même un certain nombre. En France aussi, moi j'en ai eu d'ailleurs à Chamonix, dans les montagnes. Et effectivement, il y a souvent une espèce de... ça tremble, mais on entend souvent un bruit aussi avant. Alors là, le bruit des Marsquake, il est bien sûr amplifié, hein, parce que c'est pas nécessairement des ondes qu'on peut entendre. Mais voilà, la NASA a mis à disposition cette façon où d'abord on entend qu'il n'y a rien et puis cette espèce de grondement. Ce premier Marsquake en a été suivi d'autres, d'abord à fréquence assez faible, 2 par jour, donc les gens étaient là au départ, zut, il n'y en a pas tant que ça. Et puis ensuite, heureusement, une fréquence plus importante, c'était peut-être dû justement au fait que c'était... une période, tout simplement. On avait peu de séismes lorsque l'atterrisseur est arrivé. Après un an de mission, on avait quand même 450 séismes qui avaient pu être détectés, mais tous inférieurs à une magnitude de 4, ce qui était malheureusement pas suffisant pour pouvoir aller jusqu'au noyau, mais assez pour étudier la croûte et les parties plus externes. Donc au début, les gens étaient un peu là... étaient contents, mais un peu déçus, et auraient voulu, bien sûr, avoir le big one, et attendaient vraiment un séisme plus important pour pouvoir aller tout au fond. Et ça a fini par arriver le 4 mai 2022 avec un large Marsquake de magnitude 5. Là aussi encore, on peut l'écouter. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est que en fait les autres choses qui génèrent des ondes et des tremblements sur Terre, sur Mars, sur toutes les planètes, ce sont les météorites. Lorsqu'une météorite va impacter très fortement le sol, tout va trembler, et du coup on en a enregistré aussi sur Mars. Donc là aussi j'avais un son pour l'impact de météorites le 24 décembre 2021. Très joli cadeau de Noël pour les scientifiques de la mission InSight. Voilà, on l'entend. On a entendu le vent, et puis après, les vibrations liées au vent, et puis après c'était voilà la météorite. Et d'ailleurs, l'apport des données météorites sur InSight est considérable. On a entre 100 et 200 événements détectables par an, ce qui enrichit les données pour la structure interne de façon très très importante. On a entre 10 et 200 événements détectables par an. Finalement, en décembre 2022, InSight avait enregistré et collecté des données sur 1319 Marsquake, faisant de cette mission un immense succès et nous permettant de découvrir ce qu'il y a dans la planète rouge. Et d'ailleurs, fun fact, le sismomètre est si précis que InSight a pu détecter l'arrivée de Perseverance début 2021.
lorsque le rover s'est posé, en fait, enfin l'atterrisseur qui le rover s'est posé sur la planète, et ben ça a fait une vibration qui a pu être perçue par InSight. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a conclu de toutes ces données? Maintenant, on a les données, il faut bien les analyser. D'abord, on s'est rendu compte que Mars tremble plus fréquemment, mais aussi moins fort qu'on s'y attendait. Mais cet apport a heureusement été suffisant pour déterminer sa composition, la composition de ces 3 couches majeures, le manteau et surtout le noyau et la croûte, évidemment. Et donc, le premier résultat surprenant, c'est que la croûte est plus mince que l'on pensait au départ. Donc Mars fait 3389,5, c'est précis, kilomètres de rayon. Et la croûte, elle, est de 25 à 40 kilomètres, donc elle est un peu plus mince que ce qu'on pensait au départ, et elle est formée de 3 couches internes. En fait, elle est stratifiée, dont la plus externe est un peu moins dense que les plus internes. C'est important ça, parce que ça nous permet aussi de, si on veut choisir des futurs sites pour des missions habitées, par exemple, de comprendre comment la croûte est faite et son épaisseur, c'est très important pour la suite. Le manteau, lui, fait à peu près 1560 km avec une partie supérieure, comme sur Terre, la lithosphère de 500 km, où le manteau est relativement solide, et en dessous, on a une zone où les ondes sismiques, elles ralentissent énormément. Et ça indique une roche qui est beaucoup plus molle. Alors en général, on n'a pas une fusion totale, on parle de fusion partielle ou de roche plus ductile. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe sur Terre et qui est la base d'ailleurs, qui permet d'ailleurs la tectonique des plaques. Bon, on n'a pas de tectonique des plaques sur Mars, mais on a néanmoins une zone plus ductile, et ensuite une zone de transition avec une roche plus dure qui recommence jusqu'au noyau. Donc on a vraiment une sorte de même stratification que sur la Terre, mais avec des épaisseurs différentes, et on a globalement un manteau qui est plus froid, et la proportion de ces différentes zones va pas être la même. Mais le plus surprenant, et c'est ça vraiment qui en plus que les gens avaient vraiment envie de chercher, vient du noyau. C'était un des enjeux majeurs de cette mission, et on l'imaginait bien plus petit étant donné la densité globale de la planète. Mais par contre, les premiers résultats d'InSight étaient surprenants. Si le noyau était bien liquide, comme on pouvait le penser, il est en fait très très grand, de 1800 km de rayon. Et lorsque ces résultats sont sortis en 2021, les chercheurs étaient vraiment très étonnés. Ils ont dit, mais on peut pas vraiment expliquer d'un point de vue composition de la planète, d'un point de vue physico-chimique, que le noyau soit aussi grand, tout simplement en utilisant les équations qu'on connaît liées à la composition et à la taille de ce noyau. Alors du coup, ils ont essayé de donner des hypothèses en disant que c'était possible parce qu'on avait des éléments chimiques plus légers en plus du fer et nickel dans le noyau, mais ça c'était vraiment à la limite de ce que la chimie en fait nous autorisait à penser. En fait, ces données qui étaient assez préliminaires et qui étaient basées sur les premières données d'InSight ont été changé par l'impact de météorites de fin 2021, celle du 24 décembre, là, qu'on attendait tous, qui a tout changé, et le papier qui a dévoilé ces résultats est sorti il y a moins d'un mois, donc c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de faire cet épisode maintenant. L'étude de ces nouvelles ondes a pu montrer que le noyau était certes toujours très très grand, 1650 km, mais qu'il apparaissait plus grand. Au départ, on avait parlé de 1800, car on a notre noyau qui est entouré en fait d'une couche de silicate fondu. Et ça, on le retrouve ni sur Terre ni sur la Lune, voilà, qui sont les deux planètes rocheuses qu'on a regardées jusqu'à présent d'un point de vue interne. Ça montre deux choses, ça montre que les scientifiques étaient Attention, l'astronome réagit quand tu dis que la Lune est une planète rocheuse. Ouais, mais justement, c'est ça que je t'ai demandé au début, ce que t'en pensais. C'était pour ça. Enfin, satellite rocheux, on va dire. Mais en fait, voilà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve pas sur la Lune et sur Terre, donc c'est intéressant, et surtout ça montre que les scientifiques étaient pas fous de se dire que cette histoire d'avoir un noyau très grand, c'était quand même un peu tirer ce qu'on connaissait en fait de la composition de ces planètes un peu loin, parce que en fait c'était pas le cas. Le modèle donc qu'on a actuellement, qui peut être mis en cause, c'est qu'on a ce noyau de 1650 km entouré d'une couche de silicate fondu, qui est sans doute un vestige d'un océan de magma qui aurait autrefois couvert Mars et qui se serait retrouvé piégé à cet endroit grâce à la chaleur qui est apportée par les éléments radioactifs qu'on a dans le manteau, et qui témoigne d'un refroidissement de la planète Mars qui est différent de ce qui s'est passé sur Terre. Les planètes au départ, elles sont très chaudes et puis elles refroidissent progressivement au cours de leur vie. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre en fait comment la planète Mars a évolué, comment les planètes telluriques évoluent, et aussi, j'imagine, là peut-être Johan aura quelque chose à dire, comment les exoplanètes
qu'on peut avoir en dehors du système solaire, peuvent éventuellement évoluer, puisqu'on a un autre exemple ici de planète rocheuse qui est finalement un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Sur les exoplanètes, je crois qu'il y a vraiment très très peu d'études parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose sur leur surface, ouais, pour le moment, ce qu'on sait à peu près, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire comme pour quelques exoplanètes, on a la taille et le rayon et la masse, du coup, on a des certaines densités et on commence à l'avoir maintenant pour quelques centaines de planètes, je dirais. Donc, par exemple, des résultats qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on passe à peu près continuellement de planètes rocheuses à des planètes gazeuses. Ouais. En gros, on peut voir qu'en gros, c'est comme si c'était l'atmosphère qui diminue, et à un moment, on passe à quelque chose qui est qui augmente, et puis à un moment, on passe à un truc où il y a plus d'atmosphère que de noyau, donc c'est une planète gazeuse. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour le moment sur l'intérieur des planètes. On est vraiment, on n'a aucune donnée sismométrique du tout, parce qu'on peut pas y aller. Bien sûr, ouais. Et donc c'est assez fin pour le moment, mais il y a quelques études qui commencent à regarder ça. Il y a beaucoup d'exoplanètes telluriques. Des telluriques, on commence à en trouver pas mal, parce qu'en fait, il y a certaines méthodes qui sont qui ont un biais de mesure où ils sont beaucoup plus sensibles aux planètes qui sont très proches de leur étoile, et du coup, donc en particulier des planètes telluriques. Donc on en a, je pourrais pas dire exactement le chiffre, donc il y a 5500 exoplanètes, et je dirais qu'il y en a plusieurs centaines maintenant où on sait que c'est des planètes telluriques. Et un résultat majeur, donc, de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on sait que environ, c'est la limite, c'est 1,6 rayon terrestre. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous d'un 1,6 rayon terrestre, c'est plutôt des planètes terrestres, et tout ce qui est au-dessus, c'est plutôt des planètes gazeuses. Mais c'est un peu le bazar, hein. Selon les processus de formation, on pense qu'il y a des planètes qui sont, tu vois, peut-être à peine plus grosses que la Terre et qui pourtant sont des planètes gazeuses. Et du coup, c'est lié à la distance à l'étoile aussi, non ? C'est compliqué. Non, parce qu'en fait, la distance où les planètes se trouvent n'est pas totalement liée à l'endroit où elles se sont formées, en fait. Parce qu'il y a des processus importants qui sont la migration, qui ont été mises à jour. En fait, dès la première découverte d'exoplanètes, on s'est aperçu que la première qu'on a trouvée, c'était une géante gazeuse qui était à un quart de la distance de Mercure. Donc, qui était beaucoup plus près de son étoile que Mercure ne l'était, alors qu'elle était énorme. Et en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Au début, on pensait les grosses se forment loin, les petites se forment près. Et en fait, grosso modo, tout bouge et on sait pas comment ça marche. Voilà. C'est ça qu'on appelle les Jupiter chauds, c'est ça? Les Jupiter chauds, exactement. Donc les Jupiter chauds nous ont obligés à complètement revoir nos modèles. Et maintenant, on sait que l'endroit où on les trouve actuellement veulent pas forcément dire l'endroit où elles se forment. Et donc c'est pour ça aussi qu'on étudie par exemple la truc de la formation planétaire. J'avais fait un épisode sur ça parce que essayer de comprendre a posteriori comment les planètes se retrouvent là où elles sont maintenant alors qu'elles s'y sont pas formées. Parce que par exemple à Jupiter chaud, on sait à 100% qu'elle n'a aucune chance de s'être formée là où on l'a trouvée. Elle a migré en fait. Elle a migré, exactement. C'est fou, ça fait presque penser à la biologie, ce que tu dis, où il y a finalement que des cas particuliers, pas vraiment de grosses règles. Et coup de bol que notre Jupiter se soit pas rapproché, parce que j'ai peur que on l'ait assez mal vécu en tant que terrien. Exactement, c'est-à-dire que si t'as un système avec une Jupiter chaude, ça veut dire que t'as un truc énorme qui a traversé le système pour se rapprocher de son étoile, donc ça a sans doute fait du billard avec toutes les planètes et du coup ça a tout disparu. Donc si Jupiter avait fait ça, il y aurait sans doute pas eu de système solaire comme le nôtre. Donc c'est aussi un des trucs qui ouvre plein de pistes en exoplanétologie en apparition de la vie, c'est que cette migration en fait peut te donner est-ce qu'un système a une chance d'avoir de la vie ou sinon t'es juste un gros Jupiter qui a tout défoncé, quoi. Voilà. Je prends la place. Du coup, justement, puisqu'on parle de la formation des planètes, c'est exactement la façon dont je voulais finir cette partie-là, c'est que, en fait, comprendre, alors pourquoi cette découverte est aussi intéressante du noyau, en dehors de la partie purement structurelle, c'est que avoir une proportion d'éléments légers au cœur de Mars et cette composition et cette stratification pourrait être le signe, donc après les gens qui ont travaillé sur le sujet, que la planète s'est formée plus tôt que la Terre dans le système solaire. Donc en fait, avoir toutes ces données aussi de composition, de gradient thermique, etc., ça peut nous renseigner aussi sur le timing de formation des planètes dans le système solaire, ce qui, comme en fait Johan vient de le dire, d'une manière générale, savoir quand les planètes se forment, la différenciation, la migration, etc., c'est loin d'être compris et c'est quelque chose qui est très compliqué.
Donc voilà ce qu'on connaît. Oui, alors c'est une très bonne question. Donc il y a une question. Si le noyau de Mars est plus grand qu'imaginé, comment affiner l'explication du faible magnétisme de Mars? Alors on va en reparler un tout petit peu plus loin du magnétisme de Mars. En fait, on n'a plus de champ magnétique sur Mars actuellement. Il s'est arrêté. Mais par contre, on en avait un avant. Et d'ailleurs, on peut retrouver, on va voir, il y a un des instruments de InSight dont j'ai pas parlé encore qui permet de mesurer le champ magnétique. Et donc en fait, on retrouve le champ magnétique passé de Mars. C'est juste que il s'est arrêté. Le champ magnétique sur Terre, il est dû au mouvement convectif dans le noyau. Et sur Mars, même si le noyau est liquide, visiblement ces mouvements-là ne sont plus là. Alors après, je pourrais pas connaître le détail exactement de comment le champ magnétique de Mars s'est arrêté, mais en tout cas, actuellement, il n'y est plus. Mais avoir un noyau liquide, c'est pas forcément incompatible avec avoir perdu son champ magnétique. Il me semble que c'est vraiment lié au mouvement plutôt de matière dans le noyau. Tant qu'on est dans les questions, si je peux intervenir. Bien sûr. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc plein de météorites de chutes de météorites qui avaient été détectées et on entendait les sons. Est-ce que ces chutes de météorites elles donnent des informations pertinentes pour les équipes de recherche? Oui. Les sons qui sont produits, ils ont aussi été utilisés pour obtenir des informations scientifiques. Oui. Alors, justement, alors, je vais pas spoiler la partie d'après parce que ça a permis de montrer aussi un truc important, mais sur la découverte du noyau, oui, c'est vraiment l'un des grands impacts de météorites, comme c'est ça qui a fait un des tremblements de Mars les plus forts. C'est ce qui nous a permis, en fait, c'est l'apport des météorites aussi qui a permis d'avoir accès à toutes ces informations sur le cœur. Parce qu'en fait, une météorite, quand elle frappe le sol, elle génère des ondes sismiques, exactement comme les séismes, qui vont traverser toute la planète en entier. Et du coup, si tu veux, tu peux voir les météorites comme un gros séisme. Et donc, en fait, c'est grâce aux météorites qu'on a pu avoir autant de détails sur l'intérieur de la planète. Ok, c'est top, c'est impressionnant d'utiliser les météorites pour mieux comprendre la structure interne de Mars, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est génial de se dire qu'en fait, on voit souvent ça, les météorites, comme un problème, hein, parfois quand on va sur les autres planètes, on se dit ça peut écraser les rovers, ça peut écraser les gens, et voilà, après ça peut nous apporter des données sur ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut en fait les utiliser comme perturbateurs, comme créateurs d'ondes sismiques en fait. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions... Non, ok. Donc je vais partir sur l'autre résultat qui est très intéressant, attrait à la localisation des séismes. Donc en fait, sur tous les séismes enregistrés au début de la mission, une 50aine d'entre eux ont pu être localisés. C'est-à-dire qu'on a pu déterminer précisément où sur Mars ils avaient eu lieu. Ça, on peut le faire en étudiant l'arrivée des premières ondes, l'arrivée des deuxièmes ondes, l'arrivée des réflexions des ondes, et en fonction du temps d'arrivée et de tout un tas de calculs qui sont faits, on peut savoir exactement où ils se trouvent. Alors comme je l'avais dit un peu avant, sur Terre, les séismes, ils se concentrent en grande partie au niveau des plaques tectoniques, soit les zones d'accrétion où on produit de la croûte océanique, soit les zones de subduction où elle disparaît, ou au niveau des failles, c'est pour ça, comme on parlait tout à l'heure, on attend le Big One au niveau de... Enfin, je devrais pas le dire en rigolant d'ailleurs, parce que ça va être catastrophique, au niveau de la faille de Sant Andreas, en Californie, parce qu'on est à des limites de plaques qui coulissent, à une faille qui coulisse l'une contre l'autre, et en fait, voilà, à chaque fois qu'il y a un coulissement, si on a trop d'énergie accumulée, on peut avoir un énorme tremblement de terre. Alors sur Mars, comme je l'ai dit, on n'a pas de tectonique des plaques, pas comme sur Terre en tout cas, mais au milieu des plaques, mais on peut avoir d'autres endroits qui peuvent générer des séismes. C'est les points chauds volcaniques. Dans les régions volcaniques, on a une remontée de magma qui peut fracturer la croûte, et lorsqu'on fracture les roches, etc., on peut avoir évidemment des séismes qui se mettent en place. C'est le cas sur Terre au niveau des points chauds. Par exemple, si vous avez le point chaud de la Réunion, vous avez des séismes lorsqu'il y a une éruption. Et d'ailleurs, traquer ces séismes sur Terre autour des volcans qui sont encore actifs, c'est un moyen de prévoir une éruption. Quand ça commence à trembler, en général, c'est là où on commence à évacuer un peu les villes qui sont autour du volcan. Donc en tout cas, sur Mars, on a des volcans, et on a des zones volcaniques actives et des failles qui ont été liées à la contraction de la planète due à son refroidissement. Donc on a quand même une activité
une activité volcanique, tectonique d'une certaine façon. Et si vous avez lu la fameuse trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, que je ne peux que recommander, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, vous savez, si vous avez aussi lu sur Mars évidemment, vous savez qu'il y a des grands volcans sur Mars. En particulier, il y a Olympus Mons, le mont Olympus, qui fait 23 km de hauteur et qui est le plus grand volcan du système solaire, qui est vraiment colossal. Qui dit volcan dit lave, qui lave dit dynamique interne, et dit volcanisme, et donc dit Marsquake, ou tremblement de Mars. Et InSight, donc, a apporté de super résultats de ce point de vue-là, et du point de vue des Marsquakes qui sont liés aux zones volcaniques. En fait, on s'est rendu compte que dans certaines zones volcaniques, comme Cerberus fossé, on avait des Marsquakes qui étaient détectés à cet endroit-là de façon répétée. Quand je dis répété, je plaisante pas, c'est à peu près la moitié de l'activité sismique qui a été enregistrée sur Mars par InSight. Donc c'est énorme. Et c'est passionnant pour plusieurs raisons. Parce que ça nous montre déjà que la région, elle est encore dynamiquement active. Ça rejoint une question qu'il y a eu un peu plus tôt, de savoir si on avait eu des volcans sur Mars. Alors donc oui, on sait qu'on a des culées de lave de 10 millions d'années qui ont été détectés, qui avaient été fracturés par des séismes vieux de 2 millions d'années dans cette région. On sait qu'on a eu des flots de lave il y a 200 millions d'années dans d'autres régions, et on sait que le dernier événement volcanique remonte à 53 000 ans. Et du coup, avoir une activité dans cette région-là, répétée, une région volcanique avec beaucoup de séismes, ça montre que la région, elle est encore extrêmement active. Et en décembre 2022, une analyse précise de ces données a confirmé cette idée dans la revue Nature Astronomy, en identifiant un panache pentélique, c'est-à-dire un point chaud, une remontée de magma active sous cette région. Sous Mars, on pourrait donc avoir encore des points chauds. Encore une fois, je dis on pourrait parce que ça a été détecté par les ondes sismiques. Tout ça, c'est des modèles, évidemment. Mais visiblement, on a une région qui est active techniquement, où on a des séismes et on a potentiellement encore un volcan actif. Ça veut dire quoi ? Peut-être que dans le futur de notre vivant, on sera capable de voir une éruption volcanique sur Mars avec de la lave qui sort, ce qui serait quand même assez étonnant. Et l'autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'en est-il des autres régions volcaniques, Tardis par exemple, Olympus Mons, etc. Est-ce que c'est actif aussi ? Alors on n'a rien détecté, mais si on n'a rien détecté, ça ne veut pas dire que la région n'est pas active. Peut-être qu'elle n'est pas active en ce moment. Peut-être que InSight se situe dans la zone d'ombre. Quand on a des séismes, on a toujours une zone de la Terre qui appelle zone d'ombre où les ondes sismiques n'arrivent pas. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode Voyage au centre de la Terre. On avait parlé des séismes sur Terre. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les a pas détectés. Ça veut pas dire qu'ils sont pas là, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette région volcanique, celle dont j'ai parlé, est extrêmement active. Et les autres instruments, je vous ai parlé d'autres instruments au début, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté sur cette mission ? Pas mal de choses. L'instrument RISE, donc qui a été désigné pour étudier l'oscillation de l'axe de Mars, nous a apporté énormément de choses. Donc c'est un instrument qui fonctionne par radio. En gros, la Terre envoie un signal qui est reflété par RISE, et en mesurant le franchement de fréquence entre lorsqu'on envoie le signal et qu'on le reçoit, par effet Doppler, vous savez, c'est cet effet de son qui change quand vous avez une ambulance, par exemple. Voilà, quand l'ambulance s'éloigne, le son paraît différent. C'est l'effet Doppler. On peut déduire de façon extrêmement précise, et plus précise que jamais auparavant, la position de l'atterrisseur et donc de la planète Mars à un moment donné. Et on peut le déterminer assez précisément pour déterminer les oscillations de l'axe de rotation. On sait que la Terre, par exemple, elle oscille tous les 18 ans. C'est dû notamment aux effets du noyau, aux effets de marée de la Lune, etc., etc. Et Mars, en revanche, va osciller tous les ans. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas combien ni pourquoi son noyau ne génère plus de champ magnétique, d'ailleurs, et je crois que c'est toujours obscur, c'est pour ça que je me suis pas avancée tout à l'heure. Mais RISE a permis donc de donner accès à cette information, de montrer que le jour martien se raccourcit d'une fraction de millisecondes par jour, et de définir précisément la taille du noyau, en plus des données sismiques que je vous ai données, et de donner des informations aussi sur la forme du noyau. On a souvent tendance à penser aux enveloppes de la Terre et de Mars comme extrêmement rondes et homogènes. En fait, c'est pas le cas. On a des discontinuités, et en tout cas des formes qui sont pas parfaitement, alors pas rondes, mais sphériques. Et ça nous permet de le comprendre, ce qui va donner vraiment accès dans le futur à plein de données plus précises sur l'intérieur vraiment de Mars.
Je vous ai parlé d'une sonde aussi qui creusait dans le sol pour déterminer le gradient de chaleur. Alors ça, c'est un exemple de chose qui n'a pas marché sur cette mission. Donc cette sonde se faisait appeler aussi la taupe de Mole parce qu'elle creusait dans le sol. Et elle a pas marché parce que lorsqu'on avait choisi le site d'atterrissage d'InSight, les gens s'étaient basés pas mal sur les autres missions. Et en fait, le sol était un petit peu différent. La sonde avait été designée à partir des sols sur ces missions d'avant. Et là, elle devait aller jusqu'à 5 mètres, mais en fait, le sol n'avait pas la friction suffisante pour que la sonde puisse pénétrer au-delà de 0,35 mètres. Or, il aurait fallu minimum 3 mètres pour conclure. Donc bon, c'est un problème, c'est hyper décevant, on l'imagine, pour les scientifiques qui l'ont conçu. Par contre, c'est pas totalement un échec parce qu'on en a appris énormément pour les futures missions. On a appris sur la propriété du sol martien à certains endroits. On a compris sur comment designer ce genre d'instrument un peu mieux. Et voilà, on a appris sur beaucoup de choses. Finalement, les rovers, vous avez sans doute en tête qu'ils parcourent toute la planète Mars, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Johan pourrait être plus précis que moi, mais en fait, il parcourt vraiment une toute petite partie. Donc, tout ce qu'on apprend sur le sol d'une autre région, en fait, c'est très utile. Alors, ça aurait pu nous aider à comprendre combien de chaleur s'échappait de Mars. Bon, il faudra renvoyer d'autres instruments pour le savoir. Je vais continuer sur les autres résultats un peu dont j'avais pas, avec d'autres instruments dont j'avais pas parlé au départ, qui montrent aussi que cette mission nous a vraiment permis d'en apprendre sur plein de choses. Et pour reprendre ce que disait Gaël tout à l'heure, InSight a pu nous permettre d'étudier l'impact des météorites, y compris des gros impacts, comme on l'a vu, qui nous ont permis d'élucider la structure des noyaux. Mais c'est aussi un des plus gros impacts de météorites identifiés sur Mars depuis que la NASA l'étudie. Donc bon, voilà, ça nous a permis vraiment d'apprendre des choses de ce point de vue-là. Mais comme Mars a plein de sondes autour d'elle, l'impact de cette météorite en particulier a pu être photographié, cartographié, etc. quasi en direct. C'est-à-dire qu'on a entendu les ondes produites par la météorite et on a pu ensuite voir exactement où elle était tombée. Et l'une de ces sondes, Mars Reconnaissance Orbiter, a pu découvrir que l'impact de cette météorite a fait remonter de la glace. Et ça, on s'y attendait pas, pas à cet endroit-là en tout cas. Ça a révélé la présence d'une couche de glace enterrée sous le régolithe. Alors on savait qu'il y a de la glace sur Mars, mais ça c'est pas nouveau. Mais on trouve aussi près de l'équateur, ça l'est. Et ça a des implications sur l'âge de Mars, sur la composition de sa surface et aussi pour les futures missions qui vont y aller, habiter. Elles auront besoin d'eau, l'homme a besoin d'eau, et ça pourrait permettre de donner de nouveaux points à explorer pour extraire de l'eau de Mars. Si vous avez vu le film Le Martien, il me semble qu'à un moment donné, il fait ce genre de choses. Voilà, avoir de la glace à cet endroit-là, c'est quelque chose qu'on pourrait, qui est évidemment pris très au sérieux pour les futures missions. InSight a aussi un magnétomètre, encore pour répondre à une question dont on avait parlé. Alors j'en avais pas parlé avant, mais c'est un outil qui permet donc de mesurer le magnétisme des roches, et c'est le premier qui est envoyé sur Mars. Et là aussi, InSight a délivré des résultats très intéressants. Alors sur Terre, vous savez que les roches, quand elles refroidissent, après des roches magmatiques, elles gardent en mémoire le champ magnétique au moment de leur formation. En gros, c'est un peu comme si elles étaient une boussole, et en gros, elle garde le nord de la boussole au moment où elle se fossilise, quoi. Donc, lorsqu'on étudie les roches du plan océanique, par exemple, sur Terre, ou toutes les roches sur Terre, on est capable de dire où était le nord à ce moment-là. On sait sur Terre qu'on a eu des inversions du pôle magnétique, etc., et on le sait parce qu'on a pu mesurer ces roches-là. Sur Mars, le champ magnétique n'existe plus depuis longtemps, mais certaines roches se sont formées quand on en avait encore un, et elles sont toujours présentes à la surface ou à faible profondeur. Et cet instrument a pu détecter leur champ magnétique et révéler qu'il était très puissant, bien plus puissant qu'on ne l'aurait cru. Alors on ne sait pas vraiment encore comment l'interpréter. Il a pu le détecter sur certaines roches qui se situent à une soixantaine de mètres de profondeur. Ça pose beaucoup de questions sur l'état ancestral du champ magnétique. Les premiers résultats là-dessus seront présentés. Alors il y a des résultats qui ont déjà été publiés, d'autres nouveaux qui seront présentés à l'AGU, qui est la grande conférence internationale d'astronomie et de géologie aux USA, en décembre de cette année. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de résultats qui sont encore en train de sortir sur cette mission. Et ça a montré aussi que on a des variations de l'intensité du champ magnétique, du magnétisme qu'on peut trouver actuellement sur la planète, qui est lié au vent solaire, qui a l'air de changer aussi au cours de la journée. Donc tout ça, c'est des choses très importantes aussi pour quand on aura des astronautes qui iront sur Mars.
Alors bon, ça faisait beaucoup de résultats et du coup on arrive à la fin là de ces résultats et de cette émission et aussi de la fin d'Insight parce que Insight en fait cette mission elle est terminée et vous allez me dire mais pourquoi on a envoyé un sismomètre là-bas, pourquoi on continue pas à enregistrer? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a arrêté la mission? Il y avait plus de batterie. J'allais dire ça. Moi, je vais dire pile, ouais. Ça y est, je sais. Pardon. C'est la poussière, c'est ça? Ouais, bah en fait sur les panneaux vous solaires. avez tous raison. Il est tombé en batterie faible à cause de la poussière, parce que sur Mars, et bah comme Insight, hein, comme la plupart des atterrisseurs, c'est pas, ils sont pas leur puissance, leur énergie ne provient pas d'une pile ou d'un réacteur qu'on leur aurait mis par design. En fait, ils ont des panneaux solaires et donc ils sont alimentés par des panneaux solaires. Et comme on l'a vu un peu par petites touches au travers de cette émission, Mars c'est globalement assez hostile hein, comme planète. Je veux dire, il peut y faire très très froid. On a de la poussière en grande quantité, on a du vent et une poussière qui est extrêmement fine. Et en conséquence, les panneaux solaires ils vont se couvrir de poussière petit à petit. Et ils ne génèrent plus assez d'énergie pour alimenter les instruments. Alors depuis 2021, en fait, il y a eu un peu des alertes, je vais pas rentrer dans le détail, batterie faible, etc. Mais Insight continuait quand même à fonctionner. Début 2022, malgré ces alertes de batterie faible, la mission a été rallongée. Il y avait certains instruments qui ont été mis au sommeil, puis rallumés, mis en sommeil suffisamment pour ne pas devenir trop froid et pour pouvoir être allumés, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont gérées par les ingénieurs et les pilotes de mission depuis la Terre, évidemment. En gros, le gros signe batterie faible, c'était en juillet 2002, où là, ils se sont dit vraiment, là, ça commence à vraiment être critique. Il y a eu un truc qui a été rigolo en 2021, où ils ont essayé de bouger un peu un bras de l'atterrisseur pour en fait faire virer la poussière des panneaux solaires, ce qui avait un petit peu marché. Mais bon voilà, là maintenant il y en a trop. Et après 2 communications infructueuses avec Insight, la dernière datant du 15 décembre 2022, la mission a été déclarée arrêtée à partir du 20 décembre 2022. Mais vous l'aurez compris, c'est pas triste en fait, et c'est ce que disent d'ailleurs les PI de mission. La mission était un succès absolument incroyable à tous les niveaux. Je veux dire, ça paraît peut-être rien, mais comme je vous l'ai dit, là, on est à n égale 3, quoi. On a des informations pour la Terre, pour la Lune, et puis on n'a pas d'informations sur les autres planètes, sur leur structure interne. Donc on a réussi à comprendre ça. On a généré énormément de données, des résultats révolutionnaires. On comprend beaucoup mieux l'état dynamique de la planète Mars. Notamment son état volcanique. On a compris des choses incroyables pour comprendre l'évolution du système solaire, mais aussi pour y établir des futures colonies dans les décennies à venir. C'est plus de la science-fiction aujourd'hui, hein. C'est vraiment des choses qui sont prévues dans les programmes spatiaux. Et si, comme moi, vous rêvez d'y aller un jour, bon, ça arrivera sans doute pas pour moi, mais sans doute pour beaucoup d'entre nous, en tout cas notre génération, mais moi, l'idée que des hommes vont aller explorer ces grands canyons et ces volcans gigantesques et faire de la science là-bas, je trouve que c'est poétique. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu et qui sait vous aura fait un petit peu rêver aussi et vous aura donné envie d'en savoir plus sur Mars. Alors je vous ai détaillé les résultats principaux, hein. L'émission était déjà assez longue. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site de la mission Insight de la NASA. Bon, je me suis beaucoup servi de ce site. On vous mettra tous les liens dans les notes d'émission. Il y a aussi, évidemment, j'ai lu des papiers scientifiques qui sont sortis liés à cette mission. Voilà, on a plein de résultats et plein de résultats encore à venir. On l'espère. Moi, je voulais dire un petit mot parce que une des personnes qui a fait le sismomètre, c'était un des profs que j'avais eu à Toulouse. Donc, il y a quelques Toulousains là-bas. Donc, David Mimoun, qui avait été un prof que j'ai eu en master et qui a pas mal bossé sur le sismomètre. Ouais. Alors justement, à ce propos sur le sismomètre, sur le site de la mission Insight de la NASA, il y a une interview du PI de mission qui est un Français donc et qui je crois qu'il y a des vidéos en français aussi. Voilà, donc il y a une grosse partie de l'équipe en fait effectivement qui est française. Il me semble que Sup Aero a aussi participé. Oui, c'est ça, c'était David Mimoun c'était et Sup Aero. Ouais. Voilà. Sur les panneaux solaires, il y a une différence de conception par rapport aux panneaux solaires d'Opportunity qui ont quand même tenu, par exemple Opportunity qui ont tenu significativement plus longtemps. Alors peut-être que Johan saura mieux répondre que moi, mais moi je dirais aussi que un rover ça se déplace. Alors je sais pas si tu vois oui. Par rapport à quelque chose qui est plutôt statique, ça change quelque chose. Je sais pas si t'as une idée, Johan.
Je me suis posé exactement la même question que toi, Pascal. Comment ça se fait qu'il y en a un qui arrive à tenir 10 ans et l'autre qui arrive à tenir 3 ans? C'est peut-être un coup. Ouais. Est-ce que c'est un coup de pas de bol qu'il y en a un qui a pas eu de grosse tempête et l'autre qui en a eu? Je sais pas. Je suis d'accord avec toi que c'est. Parce que c'est vrai qu'ils auraient même pu prévoir, parce que oui, c'est vrai que ça se sait, quoi. Je sais pas, un truc pour faire vibrer les panneaux de temps en temps. Il y a eu des tentatives comme ça pour les petits rovers. Hein. Je crois qu'ils essayaient de les faire bouger, de les mettre un peu en pente, de faire des petits machins pour enlever de la poussière. Je sais que ça se faisait. Que ça s'est fait. Peut-être que c'était ça qu'ils pouvaient pas faire avec Insight du coup, qu'ils pouvaient pas le faire bouger. Ouais, je pense qu'ils pouvaient pas le faire bouger, mais en fait, je me rends compte que j'ai sauté un petit paragraphe que j'avais sur ce que j'avais sur mon conducteur. Insight a détecté beaucoup de données du vent, et en fait, Insight, ça a permis aussi de donner des données sur plus de 20 000 Dust Devil, donc des tempêtes de poussière, qui étaient pas forcément visibles en fait sur les caméras d'Insight d'ailleurs, mais qui étaient enregistrées. Ça faisait un peu comme des petites dépressions, des petites tornades en fait. Et ça, comme la poussière sur Mars, elle est très très fine. Ça a déposé des choses sur les panneaux solaires. Alors effectivement, si les panneaux solaires pouvaient pas bouger de la même façon qu'un rover, peut-être que... Bon, tout ça nous fait une excuse pour envoyer une Insight 2 avec qui, elle, sera capable d'aller à 5 mètres, de mesurer des choses plus précises. Bah, je pense que si t'as des trucs ou même d'avoir des choses qui peuvent générer des séismes, tu sais, on peut faire ça, envoyer des instruments qui peuvent... Alors, je sais pas si ça ferait des trucs 5 sur l'échelle de Richter, mais... Pour Persévérance, ça fait un beau... Ouais. Boum. Un bel impacteur. Ou envoyer une mission carrément avec une petite balayette pour faire la poussière, pour nettoyer les petits panneaux solaires. Après, moi, je propose de l'appeler Mars Broom. Après, non, mais attendez, parce que ces missions, et je pense que Johan, tu peux confirmer aussi, là, elle est arrêtée, Insight, mais si elle se réveille un jour, en fait, ils peuvent reprendre il me semble qu'ils écoutent quand même de temps en temps, tu vois, s'il y a un signal qui arrive, quoi. J'ai une anecdote rigolote comme ça dans mon labo. Ils avaient envoyé, donc c'est pas une mission du tout de cette envergure-là, mais c'était un nanosat qui était censé faire un truc. Et en fait, le nanosat, il y a eu un problème informatique au début, et en fait, il a jamais parlé à la Terre. Et puis 3 ans plus tard, il y a des astronomes amateurs qui nous ont dit c'est pas à vous ça. Et en fait, la mission avait fini par se mettre oui, c'est ça, 4 ou 5 ans après, elle avait fini par se mettre en marche et finalement ils ont pu la récupérer. C'est génial. Bon, finalement en fait elle devait voir un événement qui était très spécifique et qui était passé, donc ça aurait pu à grand chose. Ils ont réfléchi s'ils pouvaient en faire quelque chose, puis finalement ils l'ont juste mis dans l'atmosphère il y a quelques mois là. Mais je trouvais que c'était super de se dire que en fait oui, il y a des gens qui écoutent. Je crois qu'il y a des gens qui écoutent pour des missions. Alors là sur Mars, je pense pas que ça doit être des astronomes amateurs, mais c'est arrivé, oui, qu'il y a des missions qui se réveillent qu'on s'y attendait plus. Ouais. Mais je crois que sur Insight, ils disaient qu'ils écoutaient encore de temps en temps, tu vois, pour voir si... Est-ce que c'est pas sur une Voyager récemment où on a pas mal croisé les doigts pendant 15 jours, 3 semaines Alors sur Voyager, si on a fait ça parce qu'en fait, je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont essayé de faire un update. Ils ont essayé de changer le software. Et le truc, tu peux envoyer, je sais pas quelle est la vitesse de connexion, hein, mais c'est pas du kilo-octet, hein, c'est très très lent quoi. Et ils ont fait un update software, alors qu'elle est en dehors du système solaire, et donc ils avaient peur quoi, et puis c'est passé apparemment, elle a réenvoyé. Ouais, c'est fou de s'imaginer que Voyager est toujours là-bas quoi. Enfin, je veux dire. On avait proposé d'ailleurs en citation un Martien et ça repart. Mais peut-être que ça va être un coup de vent et ça repart pour enlever la poussière, puis ça repart. Et toi, Alexa, tu as apporté une citation? Ouais, j'ai une citation. Alors, j'en ai apporté une qui est un peu longue, mais je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle est quand même assez cool. Donc, c'est évidemment une citation du roman Red Mars, donc Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson. Je vais la traduire quand je la lis parce que je l'ai copiée en anglais. Donc en fait, c'est un des scientifiques, des 100 premiers scientifiques envoyés sur Mars, qui le dit, et il dit: la beauté de Mars existe dans l'esprit humain. Sans la présence de l'homme, c'est juste une collection d'atomes, pas vraiment différente de quoi que ce soit d'autre dans l'univers. C'est ce qu'on en comprend qui lui donne son sens tout le long des siècles passés à regarder le ciel et à regarder le ciel la nuit et à regarder et à se demander ce qu'il y avait derrière ce qu'il y avait au niveau des étoiles, toutes ces nuits à les regarder à travers les télescopes, le regarder des petits disques et à essayer de voir les canaux et les changements d'albédo. Ces romans de science-fiction stupides avec leurs monstres, leurs aliens et leurs civilisations mourantes.
Et tous les scientifiques qui ont étudié les datas, ce sont eux qui nous ont amenés ici. C'est ça qui rend Mars belle, et non pas les basaltes et les oxydes. Moi, je suis d'accord et à la fois en désaccord avec ça. Je pense que les basaltes, les oxydes et la géologie de Mars, c'est magnifique. Mais j'aime bien l'idée aussi que il y a une espèce d'entreprise humaine derrière tout ça, quoi. C'est le regard qu'on porte sur Mars qui la rend aussi belle. Je rebondis sur la trilogie martienne où quand on voit les propensions de certaines grandes sociétés privées à vouloir aller sur Mars, le parallèle avec ces grands consortiums de cette trilogie fait un petit peu peur. Non, mais la trilogie martienne, donc elle a été écrite dans les années 90. Oui. Moi, ce qui me choque, c'est exactement la même chose que toi. C'est la clairvoyance. À l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas Google, Facebook, SpaceX et tout ça. Et en fait, je veux dire, c'est ça qui se passe en vrai, quoi. C'est les grandes entreprises qui prennent un peu le pouvoir sur les pays et tout ça. C'est très flippant. Oui, c'est le mot. Est-ce qu'on va vraiment conclure là-dessus? Non, on n'a qu'à conclure sur l'exploration spatiale. C'est génial, l'exploration spatiale. Ça permet d'aller explorer des nouveaux mondes et ça fait rêver aussi, quand même. Allez, Inside 2, alors. Inside sur d'autres planètes, en fait, même. On pourrait dire Inside Vénus, Inside Mercure, Inside les lunes de Jupiter, ouais, voilà. Ça, ce serait chouette aussi. Après, bon, l'émission... Ganymède, ça peut être sympa aussi. Ganymède, ouais, bien sûr. Après, Ganymède, il y a pas... je crois que c'est vraiment très, très hostile pour les instruments, il me semble. Je crois que... Mais sur Vénus, apparemment, Vénéra 13 avait déjà un sismomètre, mais je sais pas s'ils ont... Alors, qui est vieux, hein, c'est la première sonde, mais je sais pas ce qu'ils ont dit à me dire. Oui, c'est vrai. Alors, il me semble qu'il y avait effectivement un sismomètre. Je crois... J'avais cherché des trucs là-dessus. Il me semble que ça a pas super bien marché. Mais je dis peut-être des conneries. Donc, à vérifier. Bon, après, la sonde n'a pas une durée de vie extraordinaire de mémoire. Ouais, elle a tenu 15 secondes, enfin peut-être pas 15 secondes, mais elle a envoyé quelques photos, puis après elle a été broyée par la pression. J'allais dire, il y a même sur certaines lunes, ce serait peut-être des tremblements de geyser carrément. Ouais. C'est pour ça que je parlais de Ganymède avec un volcanisme à queue. Alors j'ai trouvé la réponse là, donc apparemment la sonde a réussi à envoyer des données vers la Terre, donc sur l'activité sismique. Mais l'interprétation a été, comme pour les sondes Viking, compliquée par les perturbations extérieures, les petits cailloux soulevés par les vents qui soufflaient très fort lors de l'atterrissage, ou en provenance de la sonde elle-même, dilatation et craquement des effets sous l'effet de la chaleur et de la pression. Donc ce qu'ils ont entendu, c'est la sonde en train de crever, quoi. Non, mais quand on dit que c'est hostile, là-bas, c'est vrai, hein. Et puis, l'avantage sur Mars, c'est que c'est quand même plus léger. Je crois que j'ai plus le chiffre, mais bon, en gros, Inside, je crois que c'est un truc genre 300 kilos, et en fait, c'est beaucoup plus léger sur Mars. Donc, du coup, enfin voilà, il y a aussi cette histoire de rapport qui sur Mars, en fait, est pas si désavantageux que ça pour ce qu'on y envoie, quoi. À de futures d'exploration, alors. Et aux futures explorations, je veux dire, elles sont nombreuses, hein. La NASA fait des appels pour des missions tous les ans. Le problème, c'est le temps, l'argent que ça coûte, enfin, ce genre de mission, ça coûte évidemment très très cher. Alors, bon, je pense que Johan sait bien comment ça se passe, hein. Tout le monde soumet des proposals de mission et en fait, il y en a peu qui sont élus, et ensuite, il y a des choses politiques très importantes pour les mettre en place. Donc, ça en fait bailler, Johan, carrément. Ouais. Écrivez à votre député européen. Est-ce qu'il est temps de remettre la poussière, de fermer les batteries pour terminer cette émission? Eh ben oui. Alors, let's go. Merci Alexa, en tout cas, pour ce voyage. Et d'avoir remué chez les terres pour nous faire ce joli dossier, en tout cas. Et merci à vous, auditeurs et auditrices terriens, d'être toujours au rendez-vous à nous écouter. On espère vous avoir fait vibrer plus fort encore qu'un Marsquake, donc, de magnitude 5. Rendez-vous à la prochaine pour connaître Mars toujours plus en profondeur, peut-être Inside 2. Mais en attendant, que servir la science soit notre joie.